connaître un minimum. On se fait une mini table ronde initiale pour se présenter, du coup, dans l'idée, voilà, 1 minute max, hein, c'est pas de faire l'autobiographie. Si vous avez un livre, on peut l'acheter, pas de problème. Juste 1 minute, quoi, un petit summary de ce que vous faites, ce qui vous intéresse. Enfin bref, voilà, pour se connaître un peu plus, quoi. Zoé, vas-y, honneur. Allez, ça marche. Zoé Tivé, je travaille en Nouvelle-Calédonie en tant que consultante en qualité logicielle. Donc, Mhm, j'interviens sur tout type de projet auprès de pas mal d'organisations différentes ici sur la place, aussi bien en tests fonctionnels, coaching, automatisation des tests. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire par ici et on est 8 pour le faire. On est 8 testeurs mhm, à faire que du test, grosso modo, en tout cas en consultance. mhm. Et, euh, et voilà. Je vais laisser la parole à Arnaud, je le vois juste en dessous. Alors, moi, je suis responsable, on va dire, de la gestion de la qualité pour une petite start-up française qui s'appelle la Javaness et qui est spécialisée dans l'IA et Mhm. qui offre ses services plutôt à des grands groupes français, européens. Mhm. Ce que je fais au jour le jour, c'est beaucoup de coaching, beaucoup de formation, Ouais. beaucoup de travail donc, sur toutes les problématiques qualité, pas seulement les tests, hein. Euh, de temps en temps, je mets un peu les mains dans le cambouis donc je fais du pair avec les développeurs sur du code de test, par exemple. Mais voilà, de temps en temps, je fais aussi du pair avec les PO, les PM sur des problématiques plus process. Et- Ok. Pas Emmanuel, non, Julien, ton nom aussi. Ouais, ouais, je suis en train de chercher le moyen de changer, mais je vais trouver. Déjà, je vais me présenter. Donc, moi, c'est pas Barley Emmanuel, mais c'est Barley Julien. Donc, je travaille chez Decathlon dans la BU e-commerce. Je suis engineering manager sur la BU e-commerce en fait, j'encadre une équipe de lead QA et de QA sur la BU. Moi, arrivé il y a 5 ans chez Decathlon. Avant, j'ai fait un peu de start-up aussi, 5 ans, en tant que QA manager, dans le domaine du e-commerce également, et encore un petit peu avant. Donc, j'ai débuté ma carrière en fait dans une PME, dans un éditeur logiciel, en tant que développeur. Et je me suis orienté, comme beaucoup de monde en tout cas, vers la QA, le testing, quoi. Mhm. Chez Decathlon, j'ai aussi une autre fonction, c'est que j'anime en fait le pilier d'ingénierie sur le testing. Mhm. L'idée en fait, c'est de fournir en fait les outils, les best practices autour du testing aux équipes en fait IT de Decathlon, donc à la fois France et international. Mhm. Ok, Voilà. Alors cool. je vais essayer de trouver Et toi, renommé, bah, c'est bon. et On va toi, Antoine, changer t'es mon nom. qui? Mhm. Pardon, Arnaud? T'as Et dit? toi, Antoine, t'es qui? Ouais. Ouais, bah moi je bosse bon, on est un peu pas on était voisins avec Julien avant, mais là donc moi je bosse chez Redoute, mais je m'intéresse à des choses à côté et ouais bah globalement souvent des sujets en transverse où c'est pour ça je suis content qu'il y ait Julien aussi qui a de l'engineering etc. Et chez Carnot aussi tu as fait du XP, mais moi je vois souvent les QA versus dev versus business, PO machin, enfin tous les problèmes un peu transverses. Et du coup c'est pour ça je suis content de pouvoir animer la QA unit pour essayer de faire un peu remonter la qualité en upstream, gauche, droite, en haut, etc. Mais voilà, je suis un peu frustré des fois de ce que je vois et même des fois en dehors de la QA, même sur la manière de comment les problèmes sont posés, etc. Et je me dis putain, mais c'est pas possible, faut qu'on améliore ça, quoi. Donc voilà, c'est un peu ma quête, c'est qu'on arrive à globalement faire du meilleur software du début à la fin, quoi. Et voilà. C'est pour ça aujourd'hui, il y a pas mal de gens qu'on échange, c'est autour de gens qui sont de la QA, parce que je pense que c'est des fois l'effet un peu silo où on se dit bah, on va faire de la qualité logicielle, on demande à la QA, mais en fait, je pense qu'il faut plutôt adresser le problème plus globalement, et donc c'est ça que j'aimerais améliorer dans l'écosystème. Voilà. Voilà, voilà. Ok.
Bon, donc du coup, en haut, c'est pas intéressant. Donc du coup, je sais pas si quelqu'un veut commencer sur un sujet. Moi, j'avais pensé à Emna, vu elle avait des points qui parlaient plutôt de l'amont, mais comme Emna essaie de se reconnecter, là, elle a une coupure en Tunisie. Je sais pas si l'un de vous est plus inspiré pour démarrer. J'ai une question pour démarrer, c'est d'où est venu le thème? C'est qui a eu l'idée et pourquoi? Ouais. Alors, super, merci de me permettre de répondre. Donc, c'est moi qui suis à l'origine du sujet. Donc, le sujet dans ma tête, hein, ça peut dévier, ça peut partir sur d'autres trucs, mais vraiment, mon idée, elle vient du fait que c'est, quel que soit le contexte, hein, quel que soit le projet, quelle que soit la boîte, quel que soit le client, c'est souvent assez difficile de faire prendre en compte, on va dire, l'impact financier que va avoir la gestion de la qualité sur un projet. Et souvent, il est nécessaire de négocier cette part de ressources, de temps, d'argent. Et ce n'est pas toujours évident voilà, de vendre la qualité dans le projet. Les clients sont surtout intéressés par la feature encore aujourd'hui. Et pour eux, la qualité, c'est souvent implicite. Il y a quasiment pas de sujet. Forcément, vous allez développer un truc pour nous. Forcément qu'il va être super ergonomique, il va être super performant, il va être super bien fait, super maintenable, super évolutif. La qualité du code, ça va être génial. Voilà, dans leur esprit, c'est ça. Ils payent pas ils payent pas clairement pour la satisfaction d'exigences qualité. Pour eux, c'est pas un sujet. Sauf que voilà, dans les phases initiales où il va falloir négocier un budget ou négocier des délais ou négocier des coûts, si c'est la qualité, si la gestion de la qualité, ce n'est pas un sujet qui est identifié, il va passer à la trappe, forcément. Et même si on va essayer de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et qu'il y a des bonnes pratiques qui ne coûtent pas forcément plus cher, ça ne coûte pas forcément plus cher de faire mieux que vite et mal. Il y a quand même pas mal d'aspects dans la gestion de la qualité, en particulier le test, par exemple, où si ce n'est pas chiffré, voilà, ça va être compliqué de bien tester si on n'a pas de budget, quoi. Donc, voilà un petit peu moi, tel que je vois les choses. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on échange donc sur tout un tas de sujets, mais au moins sur comment, pour parler crûment, comment on vend la qualité, quoi, aux différents décisionnaires. Ouais, parce que c'est Qu'est-ce vrai que qu'on s'il y a entend exactement par… Oh, pardon, je t'ai coupé. Vas-y, Zoé, vas-y. Qu'est-ce qu'on entend exactement par qualité? Parce qu'effectivement, la qualité, c'est pas le test. Enfin, c'est pas que les testeurs, l'activité de test et les outils utiles aux tests et aux testeurs. Qu'est-ce qu'on peut entendre finalement par qualité? Alors, on a déjà fait une table ronde sur le sujet où on avait essayé de définir la qualité. Moi, j'en reviens à la définition que j'ai piratée de James Back, Michael Bolton, Ken Kanner et tous ses copains. C'est subjectif et grosso modo, la qualité, c'est un certain nombre d'attributs qui vont être considérés, qui vont avoir de la valeur pour quelqu'un à un instant donné, dans un certain contexte. Donc, grosso modo, pour simplifier, c'est combien on veut investir sur un sujet, quoi. Moi, Ma question, c'était… Ah, j'ai encore coupé. non, vas-y, Zoé, c'est pas grave, je parlerai juste après. Je me tais après. Ma question, c'était plus en termes d'activité, parce qu'effectivement, la qualité au sein du produit ne coûte rien. D'accord. Mais plus, voilà, quelles sont les activités qu'il s'agit de défendre sur le budget, quoi.
Ben, le test, forcément, les tests, les Ouais. différents niveaux de test, les différents intervenants sur le test, aux différents moments du projet. Mais alors, effectivement, la gestion de la qualité, c'est vachement plus large. Ça va être l'optimisation des process, ça va être l'amélioration continue, Le réel. ça va être l'investissement qu'on va faire sur la formation, sur Design. l'aspect collaboratif, le design, les méthodos, voilà, tout un tas de trucs, tout ce qu'on peut faire rentrer dans l'ombrelle de la gestion de la qualité. Voilà, clairement, il ne faut pas se fixer sur l'aspect test. D'ailleurs, on a fait une table ronde où on essayait de ne pas parler de test dans le cadre de la gestion de la qualité et finalement de s'apercevoir que je ne sais plus quel vieux bonhomme avait dit qu'on ne pouvait pas faire rentrer la qualité à coup de test, hein, que soit elle était là, soit elle n'était pas là. Mais voilà, l'idée, c'est bien de réfléchir sur la problématique qualité dans son ensemble et pas juste sur ce qu'on met traditionnellement dans les responsabilités de la QA, quoi. Ouais, moi, je reviens justement à ce que disait Zoé au début là. C'est que derrière la qualité, en fait, c'est important en fait finalement vis-à-vis du client d'éclaircir ce qu'il entend derrière le mot qualité. Parce que souvent la qualité c'est plutôt du point de vue client, c'est l'expérience en fait que le produit va amener, va proposer, l'expérience client, le fait que voilà, qu'on ait une expérience un peu fluide, sans couture, etc. Mais derrière ça, il y a plein de choses. Il y a aussi, tu en as parlé, Arnaud, c'est la qualité non fonctionnelle, la performance, le fait que l'appli soit performante, soit scalable, que le ressenti pour les applications web, il soit un ressenti qui soit très bon, rapide, etc. Il y a beaucoup de choses. Et finalement, avant de négocier, de parler budget, il faut, je pense, peut-être faire un peu de pédagogie en fait avec nos clients, expliquer que finalement, voilà, il y a toutes ces composantes-là qui existent. Et pour les adresser, ces composantes, eh ben, ça passe par un travail sur le workflow de développement, sur les outils, sur les process et sur plein de choses. Et tout ça, ça a un coût. Et derrière ça aussi, je pense qu'il y a aussi une notion de est-ce que le produit que je fournis à mon client, il a vocation d'être durable ou pas en fait. On se projette aussi, est-ce qu'on se projette sur un produit qui va vivre peut-être 1 an, 2 ans ou 10 ans? Et en fonction de ça, l'approche peut être complètement différente en fait. Voilà, donc moi, c'est ce que j'ai mis en fait dans mes notes là pour préparer un peu le sujet. C'est pour moi, il y a un travail vraiment de pédagogie vis-à-vis des clients. C'est OK, c'est normal, la qualité, c'est quelque chose d'implicite. Très bien, mais derrière ça, il y a beaucoup de choses. Et tout ce qu'on peut mettre en place pour fournir un produit de qualité, chaque composante va répondre à une spécificité que je vais vous expliquer, quoi, en fait. Je suis partiellement d'accord avec toi. Effectivement, selon le contexte, on va s'intéresser ou pas à la gestion de la qualité. Si on fait un POC, on s'en fout, grosso modo. Ouais. Donc, effectivement, on se situe que dans des projets où c'est intéressant parce que le produit, ce n'est pas juste une expérience, mais qu'il y a des clients derrière et qu'il ne faut pas les décevoir. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Sur le fait d'identifier, d'expliciter les exigences qualité, alors forcément d'expliquer aux clients voilà, quel est le domaine de la gestion qualité, pourquoi on s'intéresse à ça, ça c'est évident, il faut le faire aussi, sinon il n'y a pas moyen de discuter. Expliciter essayer de lui faire expliciter ses requirements à lui, ses exigences à lui, ça c'est évident aussi que c'est une piste. Après, il y a aussi là où je pense qu'il manque un truc, c'est qu'il y a une grosse part d'implicite. Et voilà, tu parlais du workflow de développement.
je pense que le client, ce n'est pas son problème de savoir comment tes Ouais. équipes fonctionnent. Et si toi, tu t'y intéresses pas, bah forcément, tu vas pas avoir le même fonctionnement si tu es dans des méthodos traditionnels ou des méthodos agiles. Et, et bien souvent, je pense que ce qui manque, voilà, c'est d'identifier l'implicite, le non-dit, parce que c'est ça qui va faire dérailler un budget ou pas, quoi. Ouais, alors dans ce cas-là, pour y répondre, justement, si ton workflow de développement il est assez, comment dire, étoffé, voilà, par exemple, on peut imaginer qu'on est sur un modèle avec des quality gates, avec des objectifs en termes sur différents niveaux de tests qui sont assez forts, par exemple sur les tests unitaires avec un fort coverage, enfin, c'est juste un exemple, etc. Tout ça, ça va avoir pour conséquence, finalement, quelque part, de produire de la feature dans un temps qui est un peu plus long, finalement, que si on se consacre juste au développement pur et dur sans les aspects testing, etc. à côté. Et donc, du coup, en fait, je pense que le gros travail, il est peut-être aussi que dans le coût de la feature, de ce qu'on va proposer en fait à nos clients, d'englober en fait tout ça pour que ça soit complètement implicite et pour qu'on puisse finalement gérer convenablement en fait la qualité du produit, quoi. Alors moi je suis un peu loin de ça parce que finalement dans le e-commerce, la solution sur laquelle, chez Decathlon, sur laquelle je travaille, c'est pour Decathlon, en fait, finalement. Donc, du coup, c'est un peu différent et je suis pas super à l'aise pour parler de tout ça. Mais en tout cas, si dans mes précédentes expériences, notamment quand je travaillais dans une startup, où là, j'étais vraiment, c'était un éditeur de logiciel. Enfin, c'est ce qu'on essayait de faire en fait. Finalement, on essayait vraiment de globaliser le coût, la roadmap qu'on proposait aux clients, en fait, avec la projection des features qui allaient être réalisées, etc. Ça englobait en fait tous les coûts annexes liés à la qualité logicielle, quoi. En fait, tous ces échanges, ça me fait penser à un truc, c'est que cette question qu'on se pose depuis le début, j'ai l'impression qu'au moment où on se la pose, ça veut dire que c'est déjà un peu tard. Et que Ouais. si on doit défendre à un moment donné un petit bout de budget pour la qualité, bah, c'est que finalement, ouais, tout ce boulot, on aurait dû le faire avant d'évangélisation. Bon, après, voilà, on n'a pas toujours l'occasion de le faire, mais Et je suis d'accord avec toi, il faut le faire tôt, mais toute la difficulté de l'exercice, c'est d'arriver à convaincre celui qui signe le chèque qu'il y a une partie du chèque qui va à la gestion de la qualité. Donc, alors soit, c'est pareil, suivant le contexte, soit on chiffre, soit on ne chiffre pas. Si tu vas vendre ton projet, ton produit à un client, il va bien falloir que tu chiffres. Si tu es dans le contexte de Julien, peut-être que tout le monde est convaincu de l'aspect stratégique de la gestion de la qualité et qu'il n'y a pas besoin de convaincre les gens. De toute façon, il y a un budget pour le service QA, donc lui, il fonctionne comme il doit fonctionner. Par contre, voilà, encore une fois, si tu es dans le contexte où tu vas vendre à un client, comment est-ce que tu lui reportes les coûts de la gestion de la qualité? Parce que là où tes concurrents, ils vont dire il me faut 3 jours, toi tu vas dire il faut 5 jours. Ouais, c'est clair. Alors, il y a un gros travail effectivement d'explication. Est-ce qu'on veut forcément calculer voilà, une réduction de coût en interne ou un ROI? Ce n'est pas forcément le cas, mais il faut quand même à un moment arriver à défendre la valeur que tu vas produire et pourquoi tu as besoin d'un axe gestion de la qualité dans le projet, quoi. Et est-ce que, je sais pas, c'est une hypothèse, est-ce que ce serait possible de finalement, s'il s'agit juste d'un chiffre à montrer au client final,
de pas l'évoquer, en fait. De dire, voilà, en fait, ce que je vais proposer, c'est ce produit Mm. et je me débrouille pour le faire. Ouais, bien sûr, ça marche dans certains contextes. Quand tu as certaines personnes en face qui sont convaincues que c'est une dimension importante du projet, que ça va faire la différence d'un point de vue stratégique sur la valeur qui va être produite, effectivement, tu n'as pas de négociation à faire. Maintenant, en interne, moi, de temps en temps, je me retrouve avec un PM, un chef de projet, qui me dit, voilà, explique-moi qu'est-ce que je gagne à faire les choses comme tu me les présentes, quoi. OK, donc la problématique, elle est en interne. J'essaye de cerner le problème, où il se Elle est toujours contextuelle, la problématique. Là, je prends un exemple, mais au final, il va toujours falloir que toi, tu arrives à convaincre, à expliquer que l'investissement qu'on fait sur cet axe-là, il sert à quelque chose, quoi. Mm. Alors, effectivement, comment tu convaincs? Eh ben, tu peux expliquer, tu peux te référer à des études sérieuses. On parle souvent de State of DevOps avec Antoine, parce que c'est vrai que c'est une mine. Et puis, sinon, effectivement, moi, l'approche que j'ai, c'est aussi d'expérimenter sur des scopes réduits. Voilà, si un PM n'est pas convaincu, j'ai dit, écoute, on essaye à ma manière, on fait ça sur 2 sprints, puis après, tu me dis si on continue ou pas, quoi. Ouais, je Une pense autre que c'est hyper façon important. porteuse, je trouve ah pardon, qu'est-ce que j'ai coupé Vas-y, encore? vas-y, vas-y. Une autre façon que je trouve porteuse, mais bon, il faut avoir cet interlocuteur, c'est, que ce soit pas nous en tant que testeurs qui défendions la qualité. Des fois, ça peut être, voilà, un intervenant qui est sur un autre rôle et qui a pu un petit peu nous pratiquer et expérimenter, comment ça se passe, quand il y a de la qualité dans son projet et voilà, l'inciter, à servir un peu de sponsor et faire en sorte que ça passe par une autre voie que nous. Parce qu'effectivement, on peut être juge et partie, mais ça flingue un petit peu, la légitimité qu'on a à défendre la chose. Parce que forcément, on va nous dire: «Oui, mais tu défends un petit peu ton gagne-croûte, c'est peut-être pas forcément toujours à nous de faire porter ça, quoi». Le mieux, c'est quand tu as un sponsor de haut niveau, on va dire, dans les partenaires de la boîte, qu'on est convaincu, effectivement. Et là, tu as effectivement, tu as moins de boulot à faire sur les projets. Mais toujours, quand même, quand tu fais du projet, il va falloir voilà, négocier que tu as besoin de temps. Alors, outre l'aspect workflow, outre l'aspect process, tu as quand même besoin de temps pour certaines activités. Par exemple, je ne sais pas, pour faire des ateliers avec les utilisateurs, du test exploratoire, de l'automatisation de tests. Et ça, clairement, tu as beau leur expliquer que voilà, ça va participer à la qualité finale, que ça va payer des dividendes à terme. Au début, pour eux, tout ce qu'ils voient, c'est que ça ralentit la livraison des features, quoi. Ouais, alors là-dessus, justement, sur les aspects indus et automatisation des tests, enfin, par expérience, l'investissement, il a été assez lourd en fait au départ. Mais ensuite, enfin, quand c'est bien fait, c'est beaucoup plus. Enfin, le ROI, il est vite atteint et finalement, c'est un vrai accélérateur. Et ça se ressent en fait. Alors quand c'est bien fait, parce que quand c'est pas bien fait et quand il y a beaucoup de maintenance, quand ça nécessite beaucoup de maintenance derrière, etc., le ROI n'est plus là. Mais quand c'est bien fait, c'est vraiment voilà, c'est coûteux au départ et ensuite on atteint vraiment. Enfin, c'est plutôt assez flat en fait en termes d'investissement par la suite et ça permet vraiment d'accélérer en tout cas le projet quoi. Ouais, je peux vous partager nous ce qu'on a fait, mais après c'est discutable, hein, mais on a un peu l'approche initiale, c'est un peu ce qu'on parlait là, c'est est-ce que les stakeholders là, du projet, je peux les convaincre sur la qualité ou pas? Déjà, enfin, en gros, est-ce que je peux les convaincre à mettre des activités qui ont l'air moins productives à la base dans le flux de travail et ça doit être
comment je le sens quoi, en termes de probabilité, quoi. 50% oui ou 50% non. Si c'est oui, au début, bah, on fait un travail, ok. Moi, je trouve ça vachement bien ce que disait Arnaud, c'est lier les activités de test au KPI global de delivery. Ça peut être par exemple bah, l'investissement maintenant, bah, d'ici 3 mois, on va maintenir la vélocité, la reliability, la user experience va être maintenue, etc. Et puis on peut le montrer. Et je pense que c'est souvent des organisations qui se sont soit déjà pris des murs avant ou qui sont plus ouvertes aux impulses extérieurs, type le State of DevOps, le SRI, etc. Enfin, et puis ils comprennent le message. Et on a eu d'autres approches où les gens ils s'en foutaient en fait. Enfin, c'était le pire, hein. Des fois dans les gouvernances, il y avait, je sais pas, 10 pays qui demandent des features. Alors déjà, c'est le bazar pour prioriser qui veut quoi. Alors après leur dire, écoutez, il faudrait mettre des tests pour aller plus vite la prochaine fois, ils s'en foutent en fait. Et donc là, on incluait, enfin un peu ce que tu crois que c'est Julien, tu disais ça, mais en fait, il n'y avait pas le choix. C'était, voilà, le développement, il prendra 10 jours. Mais donc, nous, dans les 10 jours, il y avait 3 jours de test, 2 jours de conception. Enfin, je dis ça un peu de manière arbitraire, mais c'était inclus dans le package et c'est non négociable, quoi. Donc après, ça, forcément, c'est plus faisable sur du dev interne. On n'était pas effectivement en compétition avec le mec d'à côté qui vient et qui dit, ah bah, moi, je le fais pour 5. Puis après, les gars, mais pourquoi vous faites en 10? Vous êtes nuls. Les autres, ils le font pour 5 à côté, quoi. Et donc, nous, on a eu cette approche, honnêtement, parce que après, du coup, ce qu'on faisait avec les gens à qui on n'avait pas expliqué, c'est après, au bout de 6 mois, on pouvait commencer à leur dire, bah, vous voyez, on arrive à livrer graduellement parce qu'on a fait ça, 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 etc. Mais même comme ça prend hyper longtemps, en fait, parce que je pense que la problématique des gens qui sont pas sensibilisés, ils ont tous les biais humains, là, parce que je pense que la problématique, c'est les gens ils voient pas le retour sur investissement de ce qu'ils mettent aujourd'hui en fait. Ils disent non mais faites que la feature là, on n'a pas besoin des tests. Et 6 mois après, tout est par terre, etc. Et ça, je pense que le meilleur exemple, c'est les startups où les gars ils sont pas sensibilisés à ces problématiques, où ils font le produit comme des fous pendant 6 mois, un an, et puis après ils mettent tout à la poubelle quoi. Mais, bon. Donc voilà. Nous, on a eu cette approche qui est peut-être un peu des fois pas 100% transparente, c'est peut-être un peu contraire à l'agilité, machin, etc. Mais déjà, à la base, est-ce que les gens avec qui on voulait collaborer étaient avec le mindset agile? C'était déjà discutable. Donc voilà. Je sais pas si ça donne des éléments aussi de Ah, réflexion. moi, encore une fois, je voudrais. Tu parles de ROI. J'ai vu votre discussion avec Benjamin. Hmm. Effectivement, il y a peut-être moyen de tirer les choses vers le haut et de sortir du ROI et de sortir du cost-cutting et de positionner la qualité comme un enabler ou Hmm. essayer de faire comprendre. J'avais bien aimé le petit complément que Zoé avait fait. On ne vendrait pas une voiture, tu vois, Hmm. sans les équipements de base attendus d'une voiture, les phares. Donc, Ah. effectivement, essayer peut-être de. Alors, c'est compliqué, mais essayer de sortir de la logique voilà, d'investissement. On veut forcément un retour. Ouais. Voilà, et essayer de tirer le débat vers le haut et essayer dans certains contextes où le projet va vivre sur des années, d'expliquer que si tu fais les choses bien maintenant, Hmm. ça sera plus facile Hmm. au fil de la vie du projet et que sinon, si tu hérites d'un plat de nouilles au bout de 6 mois, ça va être compliqué d'y mettre les mains, quoi. Hmm. Hmm. Ouais. Et Mena, du coup, tu avais préparé quelque chose? Tu avais une approche par l'équipe, c'est ça? Oui, tout d'abord, ce que je peux ajouter concernant les stakeholders et les parties sont au courant de ce projet, il- on doit partager tout d'abord et on doit savoir ce qu'il attend. On partage la même compréhension de ce qu'on attend concernant les risques et euh, ce qu'on va tester, ce qu'on ne va pas. Et par exemple, à cet exemple-là, je peux recommander d'inclure les product owners ou les product managers dans le workshop de risk storming, là où on peut définir ce qu'on attend. On peut, avec toute l'équipe, faire le brainstorming sur le risque qui est possible sur le projet, sur beaucoup d'aspects de qualité. Et en ce moment-là, quand on fait cette discussion, on peut préparer la stratégie de test. Et s'ils ne veulent pas investiguer dans un tel point, on peut dire, alors,
si vous ne voulez pas donner des ressources pour nous, alors pourquoi tester? Donc, il faut inclure tout ça dans la stratégie et les convaincre de l'importance du test, ce qu'on va tester, ce qu'on ne va pas tester et pourquoi on fait ça pour réduire les risques qui sont déjà cités dans le workshop. Et aussi, j'ajoute à ça, quand on définit la qualité, pour moi, la qualité, c'est sur 3 parties. Il faut que tout le monde comprenne ce qu'on attend déjà parce que la qualité, on peut parler de l'utilité, c'est la valeur par rapport à une personne qui compte, comme dit James Buck et Jerry Weinberg, quality is the value for some person who matters. Là, c'est d'une part. Donc, on doit savoir ce qu'on attend déjà et quelle est l'utilité de ce qu'on va faire de ce projet-là par rapport à cette personne. Et en même temps, là, c'est juste une partie de la qualité, mais ce n'est pas juste ça. On peut aussi parler de l'exactitude et la précision. Est-ce qu'on répond déjà aux attentes et aux besoins de nos stakeholders? Et un troisième point que je veux citer aussi, c'est l'excellence. Est-ce que là, on parle d'une expérience exceptionnelle par rapport à un certain niveau que l'utilisateur peut avoir en utilisant ce produit-là? Donc, si on parle de ces 3 éléments, il est très important de les définir dès le début, avoir la même définition de la qualité, ce que les autres attendent. Sinon, ça peut causer des problèmes si on ne livre pas ce que les autres attendent. D'ailleurs, ça fait penser que nous, en tant que testeurs, on peut à un moment dire, OK, sur ce projet-là, sur ce contexte-là, il n'y a pas forcément besoin de rajouter des lignes pour la qualité, il n'y a pas forcément besoin de prévoir ça. Enfin, je veux dire, s'il y a un MVP qui est à prévoir et que on sait qu'il y a énormément de chances que ce soit du code jetable et que derrière, après, autre chose soit créé, par exemple, hein, ou autre chose, un projet trivial qui va être utilisé par une personne, enfin... Ça peut être aussi notre rôle de mettre des freins à une certaine habitude de se dire bon, bah voilà, on va créer un projet, il nous faut des devs, il nous faut ça et ça et ça comme testeur. À un moment donné, nous aussi, on peut dire voilà, si vous avez besoin d'allouer des ressources en test, mettez-les pas forcément là, quoi. Oui, il faut bien discuter, sinon les clients en général, ils veulent plusieurs choses, mais ils n'investissent pas dans les ressources et ils pensent que c'est suffisant alors que ce n'est pas le cas. Il faut tout détailler dès le début. Après, le test, je sais bien que c'est vos métiers respectifs, hein, mais encore une fois, on essaye d'élargir le débat. À la limite, le test, c'est ce qui est peut-être le moins compliqué. Comme tu disais, Emma, voilà, tu identifies des risques. C'est vrai qu'une des parades pour gérer le risque, c'est de faire des tests. Donc ça, c'est à la fois relativement facile à vendre dans un budget parce que voilà, les gens n'ont pas envie d'avoir à gérer les aléas qui découlent des risques. Par contre, là où le budget de la gestion de la qualité il est vachement plus large, c'est que voilà, il y a encore une fois, alors si tu parles avec Michael Bonton, il va te dire que tout est une question de test et même finalement, voilà, quel que soit le sujet, il va arriver à t'expliquer que c'est du domaine du test. Mais clairement, les ateliers de spécification, par exemple, qui sont souvent négligés, où on essaye de mettre tout le monde autour d'une table pour évoquer un besoin, cerner un besoin, imaginer des solutions, proposer des alternatives, commencer à construire en équipe une vision de ce qu'on va faire. Voilà, ces trucs-là, ça prend du temps. Et encore une fois, c'est souvent un truc qui n'est pas budgété, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a le temps de dev, on va dire. Éventuellement, il y a le temps de test. Mais c'est comme quand tu regardes les plannings, c'est comme si le dev il commençait immédiatement et le test il commençait immédiatement. C'est pas le cas, quoi.
Donc, pour moi, la gestion de la qualité, c'est aussi prendre en considération ces activités-là qui n'ont rien à voir avec le test et qui prennent du temps, Pas quoi. d'accord. Je suis pas d'accord. Pour moi, on est encore en plein dans le test, dans la partie shift left. Pour moi, voilà, un atelier où il y a quelqu'un qui vient fourrer son nez dans les specs et dire attends, ça c'est pas clair, c'est ambigu, etc. On est déjà dans le test. Mais après, voilà, c'est une question de terme. Je comprends que ce soit. Mais Ouais, je suis en phase. Je suis en phase là-dessus parce que nous, chez nous, on appelle ça, c'est des tests statiques finalement. En fait, c'est de la documentation, etc., les spécifications, revue de spécifications, donc en atelier, etc. Et nous, on appelle ça des tests statiques. Donc, c'est pas des choses outillées, etc. Mais ouais, c'est une question de terme. Mais sinon, par rapport à ce que tu disais, Arnaud, complètement en face, parce que c'est marrant, parce que ce que tu disais, ça a fait un peu effet miroir chez moi, où dans nos projets, c'est là où on a vraiment du mal à trouver une certaine rigueur des process et systématiser en fait ces ateliers autour des US. Alors qu'on sait, là, je pense tous autour de la table, qu'il y a énormément de valeur à bien faire ça justement au départ, parce que généralement après ça glisse, quoi. Et pourtant, on a beaucoup de difficultés. Ouais, c'est clair. Alors, c'est ce que je disais, hein, Zoé. Je comprends que tu ne sois pas d'accord parce que tu partages le point de vue de gens voilà, qu'on connaît tous les deux qui ont bien posé le sujet. Et effectivement, toi, du prisme de ta fonction de testeur dans l'équipe projet, c'est comme ça que tu abordes les ateliers de spécification. Mais ce que je veux dire, c'est que le temps des personnes qui participent à ces ateliers de spécification, qu'ils soient UX, qu'ils soient utilisateurs, qu'ils soient dev, eux, ils ne sont pas forcément testeurs. À ce moment-là, ils ne font pas du test. Mais c'est quand même des activités qui vont avoir un impact sur la qualité. Et leur temps à eux, il faut le chiffrer aussi, pas que ton temps à toi. Alors, le chiffrer ou le prendre en compte, ou en tout cas, voilà, imaginez que quand tu fais ces ateliers, si tu les fais bien, ça prend du temps et ça consomme des ressources. Et moi, régulièrement, je suis confronté à des équipes où les US, on ne passe pas assez de temps dessus. On commence à bosser alors qu'on est dans le flou. Et puis, effectivement, comme disait Julien, ça glisse. Et puis, on est obligé de refaire les trucs 3 fois, quoi. Et c'est là où c'est assez facile de démontrer la valeur de la gestion de la qualité en disant, ben, voilà, si on fait les choses bien du premier coup, on y passe un petit peu plus de temps, mais on n'a pas à retravailler le sujet 3 fois, quoi. Alors, justement, comment vous le mesurez, ça? L'efficacité, Rework, c'est ça un peu, ou le waste, l'efficacité. c'est un peu Ouais, ça. ouais. Alors, je sais pas, mais nous, on est en train de travailler justement. Alors, on s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais on essaye de travailler justement sur comment mesurer l'efficacité de notre gestion de la qualité vraiment de manière globale, hein, en prenant tout en compte. Les tests dynamiques, les tests statiques, etc., les process, etc. Et là, aujourd'hui, bon, on n'a pas encore trouvé le modèle ou les mesures qui vont bien, mais on a besoin de ça justement pour, quelque part aussi, pour pouvoir prouver que quand on fait bien les choses, finalement, ça coûte moins cher et la qualité est au rendez-vous et on accélère le lead time, etc. quoi. Ben, je vais te conseiller la lecture du State of DevOps, de l'étude ou de Accelerate, le bouquin qui a été écrit, qui parle de 4-5 grandes métriques. Et effectivement, ce n'est pas hors sujet. Au contraire, si tu arrives à démontrer, voilà, si tu arrives à démontrer que tu as amélioré un certain nombre d'indicateurs, effectivement, que ce soit le lead time, que ce soit la satisfaction client, que ce soit la stabilité de tes releases, c'est vachement plus facile de vendre tes process et tes préconisations et ta gestion de la qualité sur un deuxième projet. Parce que là, tu as un truc que tu peux montrer, quoi. Ouais, j'ajoute que le test, on le fait pour évaluer déjà la qualité qu'on a déjà définie. Et oui, pour la santé des testeurs, comme tu as dit, il est important tout d'abord de savoir la motivation de l'équipe. L'année dernière, dans Test Bash Home, Jenny Bramble a dit que the only good quality metric is morale. Là où elle a parlé de
aucun KPI au niveau automatisation ou autre. Elle s'assure que son équipe est bien et ils n'ont pas de problème, ils sont motivés. Si ça c'est bon pour elle, elle s'assure que la qualité, elle n'aura que de bons résultats tant que les gens sont motivés et autonomes, travaillent en collaboration, etc. Et j'ajoute aussi à ce point les compétences du XXe siècle pour les testeurs qu'on a mentionné récemment dans le livre 21st Century Skills for Testers. On ne parle pas des compétences techniques, mais pour le testeur, s'il a bien ses compétences, ses 4C, s'il sait bien comment collaborer, comment faire de critical thinking et communiquer bien, et il est créatif, alors les compétences techniques peuvent s'améliorer efficacement si ces compétences sont déjà présentes, s'il y a de la bonne collaboration dans toute l'équipe et la bonne communication, on peut s'assurer que tout ira bien dans les autres points. Donc, il est très important de privilégier aussi les compétences humaines pour les testeurs et de s'assurer qu'ils sont motivés pour réduire tout ce qui est burn-out et surtout maintenant avec le Covid, tout le monde travaille à distance. On doit s'assurer qu'ils ont la bonne démarche et qui sont motivés pour avoir de bons résultats au niveau de la qualité. Qu'est-ce que vous pensez sur ce point? Moi, je suis d'accord, mais je crois qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. Des tables rondes sur voilà, comment on fait de la qualité, qu'est-ce que ça implique. On a déjà évoqué le sujet. Moi, ce qui m'intéresse plus, Emma, c'est ton point de vue sur voilà, comment tu arrives à convaincre les gens du bien fondé de tout ce que tu nous expliques. Parce que les gens, ils t'écoutent, ils disent oui, ça a l'air bien tout ça, c'est très académique. Maintenant, ça va impliquer quoi sur mon projet? Ça va me coûter combien? Et pourquoi je mettrais cet argent dans le moral de mes équipes, par exemple? Alors, rebondis pas forcément juste sur ce point-là, mais vraiment, comment tu arrives à leur vendre chacune de tes Convaincre. idées? Ouais, ouais. On peut montrer le résultat, par exemple, avant et après. Par exemple, il y a récemment une vidéo sur Scrum Life à propos aussi le livre Accelerate qui a dit plus de déploiement réduit le stress et du coup réduit le burn-out. Donc, si on motive l'équipe à faire ces daily commits et ils sont toujours à la page et pas d'accumulation et de stress au niveau des équipes, et si on essaie d'arriver à ce point-là et la chaîne de continuous delivery, il y a toujours des mises à jour, etc. Donc, l'équipe sera plus motivée et il n'y a pas de stress. Donc, on peut penser d'une manière la vision, ce qu'on veut arriver, là où on veut arriver. Et on essaie à chaque fois de comparer s'ils ne sont pas vraiment motivés, ils sont motivés. On essaie de prouver l'importance de l'état sentimental de l'équipe. Aussi, il y a, je ne me souviens pas exactement du nom, mais il y a Team Safety Check, une chose comme ça, pour évaluer s'ils sont déjà motivés ou non. On peut faire des mesures sur les KPI de leur motivation et comparer avec le résultat qu'on a au niveau des tests et de la qualité. Et puis, on peut convaincre du coup sur le budget de ce temps-là. Je connais aussi des boîtes en Allemagne qui travaillent juste 4 jours sur 5. Et ce 5e jour, le 1 sur 5, c'est juste pour le continuous learning et pour motiver l'équipe à apprendre d'autres choses. Donc là, il y a des sociétés qui investissent vraiment dans le continuous learning et la santé des équipes pour avoir de bons résultats. Donc, et après ces études-là, ils trouvent que les équipes sont plus performantes quand ils travaillent 4 sur 5 au lieu de 5 sur 5 et ils sont toujours saturés, ils n'ont pas de temps, stress, etc.
Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Une équipe qui est bien dans sa peau et qui est motivée, elle travaille mieux qu'une équipe qui ne l'est pas, ça c'est clair. Après, tu parlais de pipeline de déploiement. C'est un truc qui est effectivement, quand c'est en place, ça a tous les avantages que tu as cités. Par contre, pour le mettre en place, il y a du boulot en plus. Et c'est complètement inconscient de faire tourner des pipelines sans un minimum de tests. Et pour le coup, là, c'est de l'automatisation. Donc, c'est du développement logiciel. Et donc, typiquement, quand les devs développent des tests automatisés, ils ne développent pas de la feature. Et là, voilà, il y a un truc, voilà, c'est pas évident pour le mec qui pilote ou même pour les gens de l'équipe de se dire voilà, j'ai tant de temps dans ce sprint pour faire telle feature, je passe tant de temps sur la feature, je passe tant de temps sur l'automatisation de tests et sur le pipeline de déploiement. Ouais, enfin, je suis d'accord, mais enfin, pas tout à fait. En fait, en gros, il y a une question de culture derrière tout ça. En fait, une question de culture de la qualité, dans le sens où voilà, la qualité, c'est l'affaire de tous. Bah là, on est vraiment en plein dedans. En fait, c'est grosso modo, effectivement, si on est dans une équipe projet où on a des pipelines qui sont bah voilà, plutôt enfin, robustes, avec différentes activités de test, des tests automatisés, etc., de différents niveaux même. Derrière, c'est bah voilà, c'est dit dès le départ que en tant que développeur, bah je développe un feature et derrière, je vais développer aussi bah, toutes les couches basses, enfin le code en fait qui va scénariser le gherkin que m'a fourni mon QA par exemple. Donc tout ça, c'est des règles voilà à mettre en place. Faut qu'il y ait une adhésion, faut fédérer autour de ça, mais une fois que c'est fait en fait. Ensuite, ça fonctionne. En fait, c'est dans les principes, c'est dans l'expérience de développement, enfin, c'est dans l'expérience d'équipe et généralement, ça se passe bien. Ça se passe mal, ça commence à se passer mal quand on commence à avoir la pression extérieure pour sortir. Bah, c'est toujours pareil, hein, pour sortir des développements, des features, en fait, dans des délais. Et quand les délais commencent un peu à glisser, bah là, on va commencer à rogner sur ce genre de choses et puis on va se créer de la dette, la dette sur les tests automatisés, etc., etc. Moi, je suis d'accord avec toi, mais cette pression-là, elle est, voilà, qui nous force à faire les choses un peu moins bien que ce qu'on voudrait, elle est souvent là, quoi. Ah ouais, elle est souvent là. Ça, c'est bien vrai et c'est un combat, je pense, pour tous, toutes et tous là, un peu au quotidien, un combat quotidien. En fait, c'est une question aussi de. Enfin, moi, de temps en temps, je lâche un petit peu la pression parce que bah, ça marche plutôt bien, c'est jamais parfait. Après, quand ça dérive un peu trop, bon, bah là, généralement, on intervient, on essaie de remettre du sens et puis de temps en temps, on agit même un peu sévèrement peut-être en bloquant en fait les livraisons, les mises en prod parce que bah, on est sur des niveaux de qualité qui sont plus dans comment dire qui sont plus au niveau attendu tout simplement en fait. Mais ça, toi, tu peux le faire parce que tu es voilà, t'es dans un contexte interne. T'as pas un commercial qui te dit si tu livres pas à telle date, on va paumer le client, quoi. Alors oui et non. En fait, bon, c'est pas le sujet, je vais pas parler de mon organisation, mais nous, si tu veux, enfin, je fais partie d'une équipe qui s'appelle Decathlon United, en fait, et donc on fournit les solutions à nos pays partenaires. Donc, Decathlon.2.fr, etc., c'est la même solution finalement. Et on a nos pays partenaires qui vont, qui quelque part, en fait, financent
Decathlon United, donc qui vont aussi nous mettre une pression en termes sur des engagements à tenir, etc., quoi. Donc on l'a quand même. Alors effectivement, peut-être que si je compare à un éditeur de logiciels qui c'est peut-être pas une bonne comparaison parce que j'ai fait un peu les deux mondes. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même pas mal de similitudes et on a réellement une vraie pression aussi sur les engagements, sur les délais, quoi. Yes. Après, ça rejoint peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, mais je pense que c'est ce que disait Arnaud, le cas le plus complexe, je pense que tu mentionnes, c'est les gens ne sont pas sensibilisés, c'est ça? T'as pas d'exemple, pas de passé dans l'organisation et les gens sont pas très ouverts au débat, quoi. C'est un peu ça Ouais, le. ou même, tu as, voilà, t'as un projet qui se monte, tu as une équipe qui n'a jamais bossé dans un contexte où la gestion de la qualité a été prise en compte. Voilà, ça coule pas de source, quoi. Les mecs, ils vont faire ce qu'ils savent faire, ce qu'on leur demande de faire d'habitude, et la gestion de la qualité, elle passe à la trappe, quoi. Alors, ils vont Ouais, là, faire c'est du mieux dur. qu'ils peuvent, hein, mais voilà. Mais effectivement, quand tu fais ton planning, quand tu penses à tes process, voilà, si tu n'identifies pas clairement un certain nombre de points qui vont participer à la gestion de la qualité, on parle du test tout le temps, mais pas que ça, hein. Mais voilà, Mhm. si tu n'identifies pas ces trucs-là et que tu n'es pas capable de faire la démonstration de la valeur de ce truc-là, bah, non, tu as un chef de projet, peu importe, Il va qui dira non, maintenir. on ne met pas de temps là-dessus, ça ne sert à rien, quoi. Mhm. Et puis les devs aussi ne sont pas forcément convaincus, hein. Très honnêtement, tu as des devs qui ne se voient pas écrire du code autrement qu'en faisant du TDD. Et puis tu as des devs qui ne voient de bonne foi pas l'intérêt d'écrire des tests automatisés, Hmm. même des trucs sur des bouts critiques, sur des composants critiques, je sais pas, des tests de contrat, par exemple, entre microservices, mais qui s'en foutent, quoi. Mhm. Ouais, après moi, tu vois quand même beaucoup dans le sujet un peu humain quand est-ce à partir de quel moment les gens changent, quoi. Enfin, ça rejoint quand même beaucoup ce sujet-là, quoi. Donc pour moi, c'est les gens, ils doivent sentir une problématique, quoi. Donc c'est soit ils sont assez ouverts dans l'écosystème et ils se rendent compte que ce qu'ils sont en train de faire demain, ça va leur poser des problèmes et ils commencent à changer, mais ça, c'est souvent rare, quoi. Sinon, pour moi, c'est là qu'il faut réfléchir, c'est quoi les feedback loops que les personnes ont Il y a sur ce type de décision, quoi. Enfin, un effet pervers Mhm. que j'ai observé Mhm. encore et encore, c'est D'accord. que dans les projets où il n'y a pas de gestion de qualité, forcément, les mecs, à un moment, se retrouvent à faire les pompiers. Parce que Exactement, c'est là le fameux mur ou le feedback loop, tu te prends, tu dis putain, j'aurais voulu être chez moi là ce soir, Eh mais ben c'est pas non, possible, j'ai eh un ben bug. non, eh ben non, Ouais. c'est là où c'est pervers. C'est que les mecs, du coup, font les pompiers. Du coup, ils solutionnent les problèmes. Du coup, c'est eux les héros. Ils sont Hmm. arrivés avec leur cap, tout, et ils ont réglé le problème, c'est génial. S'il n'y a pas de problème, tu ne peux pas faire le héros, tu vois. Ouais, ouais, mais après, ça rejoint après, c'est vrai que c'est peut-être des fois le temps un peu plus long que ce que Julien mentionné de culture, mais par exemple, moi, les héros, enfin, vous avez sûrement lu le Phoenix Project aussi, etc., mais c'est clairement les gens qu'on veut pas dans les organisations un peu stables, quoi. Enfin, mais après, effectivement, ce que tu dis, il y a peut-être des organisations où, ah, cool, c'est Alain, je sais pas quoi, il est vraiment super, il nous a dépatouillé, puis on a fait la release à temps, génial, quoi, c'est ça. Ouais. Non, mais bien sûr qu'on n'en veut pas. Mais si tu Mhm. veux, c'est compliqué Mhm. de convaincre tout le monde, surtout des gens qui prennent leur pied à jouer aux pompiers et aux héros, quoi. Mhm. Mhm. C'est vrai Et que, enfin, pour reprendre ce que tu disais, Arnaud, c'est euh, si on part dans une équipe où il n'y a personne qui est convaincu par la qualité et qu'on a besoin de mettre du sens, d'expliquer les gains que ça va apporter, etc., on sait qu'on va ramer et que c'est compliqué. Après, je pense que dès le moment où on a des décideurs, donc voilà, qui sont une strate un peu plus haute, qui poussent dans le bon sens et qui sont convaincus,
Bah là, c'est un catalyseur, quoi. Ça facilite quand même beaucoup de choses. Parce on a quand même l'appui des décideurs. Et, euh, et pour l'avoir vécu, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, ça met du temps. Ça met du temps. Il va falloir fédérer pas mal de monde, mettre du sens. Mais néanmoins, avec cet appui-là, c'est quand même plus simple, quoi. C'est une belle carte, quoi. Quand en plus on n'a pas l'appui des décideurs et qu'on arrive dans une équipe où, euh, où personne n'est convaincu, là, c'est très, très compliqué. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Si tu as un sponsor de haut niveau pour le projet qui se voit pas faire les choses autrement qu'en incluant la dimension qualité. Zoé, je sais pas si tu parles, mais tu es en mute. Ah, Mm. c'est peut-être pas le. Oui, j'ai un retour d'expérience à faire sur le sujet. Bon, il vaut ce qu'il vaut, hein, Mhm. en toute humilité. Défendre des projets qualité, je ne l'ai pas fait 5000 fois. Voilà, Mhm. je suis pas régulièrement, en tout cas, dans cette position de défendre un budget qualité. Mais c'est arrivé une fois où il était question de développer un deuxième lot sur un applicatif qui fonctionnait, mais qui avait un problème au niveau dès que les développeurs démarraient quelque chose dessus, ça pétait un peu ce qui marchait déjà à côté. Voilà, le coup classique. Il n'y avait aucun test unitaire. Du coup, il y a un développeur qui a eu cette initiative de dire, OK, bah là, ce qu'il faudrait, ce serait qu'on passe 10 jours pleins à faire que des tests unitaires. Et ensuite, on pourra se lancer sur le deuxième lot en toute sérénité. Donc voilà, ça c'est l'initiative du développeur. Donc c'est déjà un super point. On avait dans l'équipe un développeur qui est sensibilisé aux tests unitaires, qui voit la valeur ajoutée, qui est moteur et qui en plus sait bien les faire. Donc, partant de là, le but était de débloquer les 10 fameux jours en parlant aux décideurs. Donc, le parti que j'ai pris sur cette problématique, c'était de faire vivre aux décideurs l'enfer de développer quelque chose quand on ne sait pas, en fait. Quand on n'a plus cette vision, tu as plein de règles de gestion, tu ne vas pas toutes les vérifier 150 000 fois avant de pousser ton commit. Donc, j'ai mis en place un jeu de cartes, donc un jeu en 2 phases, et j'ai fait jouer les décideurs à ce jeu. Donc, c'est un petit truc, hein, ça a pris 1 heure. Mais en gros, dans la première partie, ils avaient une sorte de casse-tête avec 10 règles de gestion pour mettre en place un set une dizaine de cartes. Et il fallait que ça réponde à 10 règles différentes qui découvraient au fur et à mesure, et ils n'avaient pas la possibilité de revoir les règles précédentes. Il fallait se souvenir tout dans la tête. Voilà, ça c'était la première phase. La deuxième phase, ils avaient le droit de consulter à tout moment les 10 règles, et même ils devaient les repasser à chaque fois qu'on en ajoutait une supplémentaire. Et du coup, bah voilà, la conclusion toute trouvée, c'était, bah voilà, vous avez pu tester sans test unitaire, avec test unitaire. Qu'est-ce que vous préférez? Et pour schématiser. Donc voilà, c'était pas un énorme enjeu non plus, mais les 10 jours de tests unitaires initiaux ont été débloqués, et les nouveaux développements qui ont été faits derrière comprenaient des tests unitaires poussés bien sûr par ce développeur aussi qui avait cette expérience dessus. Donc voilà, j'ai retenu ça et je me suis... Voilà, c'était pas mal. Ouais, non, c'est cool. C'est toujours bien d'avoir un truc à montrer, que les gens fassent l'expérience des difficultés de première main. C'est plus facile de convaincre comme ça. Ouais, c'est comme ça fait penser aux séminaires d'innovation et tous ces trucs-là qui font faire aux exécutives et tout. On va leur faire pareil, des séminaires d'acculturation à la qualité, mais avec ça, quoi, avec des trucs concrets. C'est vrai qu'ils savent pas coder, donc on peut pas vraiment leur faire vivre l'enfer exact du développeur perdu qui a peur de toucher et qui fait 20 fois le même DF avant de comprendre comment ça marche. Mais bon, c'est vrai que moi, je réfléchissais un peu à ce que tu disais, Arnaud, mais ça faisait aussi au point que tu disais là, Zoé, quoi. C'est pour faire changer un décideur là qui est pas du tout sensibilisé, c'est un long chemin, hein. Je pense honnêtement.
Le mec, faut qu'il se prenne un mur sur un projet stratégique pour changer. Enfin, moi, c'est là. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Il faut qu'ils se prennent un mur pour changer. Ouais, c'est Il y a exactement. souvent des gens qui vont mettre de côté, balayer d'un revers de bras. Non, mais ça, on voit plus tard, c'est bon, livré, etc. Enfin, Je veux dire, il faut qu'ils se prennent un mur pour changer de boîte, c'est ça? Ouais, peut-être, aussi. Ouais. peut-être les deux d'ailleurs, ouais, parce que. Ouais. Ça Puis, fait enfin, moi, penser un petit peu à cette métaphore-là des deux grenouilles qui se retrouvent dans l'eau bouillante, mais il y en a une qui était dans l'eau froide au départ. Et en fait, on peut voir parfois des boîtes où en fait les développeurs ils sont à 70%, bah voilà, en mode pompier, à faire des maintenances et que ça fonctionne pas, et à 30% sur des nouveaux projets. Mais en fait, comme c'est venu graduellement, quelque part, ça choque personne au fil du temps. Ouais, c'est devenu normal en fait. Ouais, c'est clair. Mm. C'est vrai ça. C'est pour ça que, alors là, pareil, on s'éloigne du sujet, mais je pense que voilà, dédier une partie du temps aussi du fonctionnement de l'équipe à l'amélioration continue, donc via les rétros, via les post-mortem, via des revues de signalement, ça permet, pareil, hein, ce n'est pas des activités qui sont généralement chiffrées et prises en compte dans le projet, mais ça permet de se dire, putain, il y a telle typologie de problème qu'on rencontre encore et encore et encore. Est-ce qu'on n'y ferait pas quelque chose, quoi? Qu'est-ce que c'est les postes? Ah, Zoé, ça coupe chez moi. Ouais. Vous entendez Zoé ou pas, vous? Non, Non, pareil. J'essaie de décrypter la question, mais pas évident là. je crois que c'est qu'est-ce que c'est les post-mortem, non ou... Ah, moi, je parie sur ça. Mais... Ouais. Alors, le Oui, post-mortem, c'est ça. Ouais, alors ça a frisé, hein. Je ne sais pas si on a bien entendu, mais ouais, je te demande. ouais. Alors, le post-mortem, il y a plusieurs types de post-mortem. Il y a un truc de haut niveau qui est le post-mortem projet, où à la fin du projet, on se réunit et on fait une espèce de rétrospective. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qu'on ferait différemment au prochain projet? Et moi, ce dont je te parle, c'est des post-mortem sur des incidents, en fait. C'est-à-dire que voilà, la prod a craché. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que ça a commencé? Ça a eu quoi comme impact? C'était quoi les raisons? Et qu'est-ce qu'on peut mettre comme action en place pour pas que ça se reproduise? Ouais, bah, nous, c'est bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais ça me parle beaucoup. On a mis en place, quel que soit l'incident maintenant, qu'il soit mineur ou majeur, on a forcément un post-mortem. On prend le temps d'écrire un post-mortem. C'est ce qu'on a mis en place il y a un an à peu près. Voilà, donc ça, c'est un bon exemple, tu vois, d'une activité qui est nécessaire, qui est intéressante, qui paye des dividendes et qui ne sera jamais budgétée dans un projet parce que ça passe au-dessus de la tête de tout le monde. Et pourtant, il faut avoir du temps pour faire ça, quoi. Mais quand tu dis à ton commercial, je vais avoir besoin tu vois, ne serait-ce que 2 heures pour faire de la rétro ou de l'amélioration continue par sprint, bah, quand il est bien luné, il te dit oui, oui. Et puis, en fait, la plupart du temps, ça passe à la trappe, quoi. Ou alors, ça se transforme en séance c'est le mur des lamentations et c'est pas productif, quoi. Parce que c'est pas encadré, parce que les gens n'ont pas compris le but de l'exercice. Donc, c'est pareil, toute cette formation, c'est Emma qui mentionnait l'apprentissage continu. Voilà, apprentissage continu avec un mentor, si possible. Voilà, c'est des trucs qui sont vachement importants aussi, mais comment tu négocies un budget pour ça, quoi. Alors, effectivement, il y a des boîtes comme Google qui ont été pionnières, hein, le 80-20, le 4 jours, 5 jours, ça a été expérimenté chez eux dans les grandes largeurs. Voilà, mais derrière, je suis à peu près persuadé qu'il n'y avait pas de ROI, il n'y avait pas de logique de réduction de coûts. C'était une expérience qu'ils voulaient mener. Ils ont pu, d'année en année, voilà, constater que ça avait un impact bénéfique, mais c'est parce qu'il y a un CEO qui a dit à partir de maintenant, on fait comme ça, quoi. À mon avis, ce n'est pas un consultant qui lui a dit vous devriez gérer votre boîte comme ça, quoi.
Et je peux ajouter aussi l'importance des communautés de pratique dans l'organisation. Là, ça se négocie aussi ou bien ça existe même dans des frameworks et c'est très recommandé dans les méthodes et les projets de nos jours. Donc, convaincre les exécutifs à avoir une communauté de pratique là où tous les collaborateurs partagent sur un sujet, là, c'est très important. Et même, ça implique même les devs ou les non-testeurs dans les tests si le sujet concerne les tests, par exemple. Et le fait de faire ces échanges au-delà de leur projet dans les communautés, ça peut les motiver et donne plus d'idées pour qu'ils puissent les intégrer dans leur quotidien. Par contre, ouais, je suis d'accord, c'est vachement intéressant. Par contre, il y a pareil un effet pervers que moi j'ai constaté de temps en temps, c'est que du coup, on, on recrée un peu les silos, on repartage avec ses pairs et quand on a un problème, on va plutôt aller chercher la communauté plutôt que, tu vois, de l'évoquer dans l'équipe. Donc, communauté de pratique, oui, mais collaboration à l'intérieur de l'équipe, plus, quoi. Oui, ça c'est certain, mais on peut dédier par exemple vendredi soir 2 heures ou bien 4 heures à l'après-midi vendredi pour l'échange communautaire, en plus de ce qu'on a déjà dans l'équipe. D'ailleurs, pareil, on est complètement hors sujet, mais comment vous le sentez, vous, le fonctionnement collaboratif à distance dans vos contextes respectifs? Comment ça se Ah, passe pour vous? C'est plus simple, plus compliqué? Pareil, ça ne change rien? au début, c'est pas évident, mais comme 2020, c'est le mode de s'adapter au communautaire, je trouve qu'il y a plus d'échanges communautaires plus que celles avant, parce que là, on n'est plus dans une communauté de notre entreprise locale, mais on est dans des communautés internationales. Là, on trouve presque toutes les conférences, toutes les communautés sont passées en remote. Du coup, chacun de sa place peut accéder là où il veut. Tout le monde est prêt. Donc, c'est un point très fort. Moi, personnellement, au sein de Ministry of Testing, j'ai animé des ateliers pour échanger des lignes café. J'ai des participants de 14 pays. Donc, imagine qu'on a des échanges pas juste en local, mais à une échelle très vaste. Et ces échanges-là sont très instructifs parce qu'on peut apprendre des autres de différents. Ça nous donne des nouvelles idées et comment on peut les intégrer dans nos contextes. C'est complètement différent et en faisant ces échanges-là, c'est très fort. Donc, ça s'améliore même si à distance, il y a plus d'opportunités. Ouais, mais ma question, alors je suis d'accord avec toi, c'est un bon effet pour le coup de cette année bizarre. Ouais. Par contre, dans le fonctionnement de ton équipe projet, si tu es dans une équipe projet ou si tu travailles avec un client au jour le jour, euh, est-ce que tu as vu un gros impact ou pas? Est-ce que les réunions, est-ce que les ateliers de travail se passent mieux, moins bien, pareil? On passe, par exemple, moi, j'ai fait quelques coachings et dans l'académie de nos testeurs et les coachs. Au début, c'était un point d'interrogation comment passer tout en remote et puis à l'aide de Microsoft Teams et à l'aide des outils comme le Mentimeter, etc., on essaie de faire des échanges là et de les faire, on essaie de transformer les échanges en physique d'auparavant en mode remote. Au début, c'est vrai, c'était pas évident, mais puis ça devient naturel. Donc, ça va pour moi, ça n'a pas d'impact. Nous, de notre côté, en fait, c'est paradoxalement, en fait, dans le passage en remote, en full remote, on a gagné en productivité, clairement, sur nos projets. Même ça n'a pas posé de soucis aussi sur la gestion du run, en fait. Par contre, là où on a perçu les limites, c'est déjà pour intégrer en fait des nouveaux collaborateurs, tout simplement. Finalement, intégrer quelqu'un dans une organisation, surtout si elle est complexe, il y a beaucoup de monde, c'est quand même plus simple
quand ça se fait en physique. Enfin, Ouais. Ouais, puis le lien relationnel et tout qui se crée. Enfin, exactement, exactement. Donc là, on a senti les limites. Et après, on a senti les limites aussi sur tout ce qui est travail plutôt créatif, tout ce qui est lié aux aspects d'innovation, etc. Ouais, des choses que tu crées plus en présentiel avec des schémas, des choses, enfin, ouais, Voilà. des exercices comme ça. Exactement. Ou même tout simplement autour de la machine à café, des fois, il y a des superbes Ouais. idées qui sortent et puis on en fait quelque chose. Bah, ça, on l'a un petit peu perdu. Donc voilà. Mais ça reste, c'est une expérience super intéressante. Finalement, c'était une opportunité qu'on a tous eu avec cette crise. On a appris, je pense tous. Et là, nous, on rentre plutôt sur un dispositif, en tout cas un peu plus hybride, quand la situation sera devenue un peu normale, quoi, entre guillemets. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, je pense à mon avis, on vit quand même sur un capital relationnel pré-Covid sur l'organisation existante qui fait que les gens qui se connaissent déjà, à mon avis, peuvent maintenir des interactions plus facilement. Enfin, moi, je pense qu'il y a ça et je te rejoins sur l'aspect onboarding qui est pas évident et ça se voit de plus en plus juste avec le temps, en fait, juste avec les nouvelles personnes qui arrivent, le turnover, etc. Et nous, on sent ça aussi. Après, on a dû pas mal mettre en place des rituels spécifiques. Et donc, il y a des rituels formels du style des réunions un peu plus larges avec toute l'entreprise. Là où avant, on pouvait avoir tendance à faire des trucs en plus petits comités, je sais pas trop quoi, là, c'est tout le monde. T'as les replays aussi qui se mettent beaucoup plus facilement, naturellement en place. Donc ça, je trouve que c'est bien pour l'aspect scalabilité d'une organisation, quoi. T'es pas obligé d'avoir tout le temps tout le monde en présentiel, je sais pas trop quoi, etc. Après, nous, on essaie aussi d'avoir des rituels un peu plus informels, type des salles Teams, tu sais, où tu dis tous les lundis et jeudis de 10h à midi, cette salle, c'est de l'équipe, je sais pas trop quoi, et puis si tu as une question, tu peux aller faire ta question, etc., quoi. Donc nous, on a fait des choses de ce type-là, quoi. Bon, après, il y a un autre effet trade-off, je sais pas si vous avez ça, c'est un peu le nombre très élevé de réunions qui s'est en contrepartie créé, quoi. Parce que une partie d'échange informel que tu avais, ça se transforme en multiples réunions, mais de 15-30 minutes. C'est compliqué d'avoir du time box. Enfin, honnêtement, enfin, time box seul, je veux dire, ou pour faire du taf. Je sais pas, moi, j'ai vu un peu les pluies de meetings comme ça. En phase, ouais, complètement. Des journées entières enchaîner des visios successives, ouais, complètement. On connaît ça aussi. Ouais, et je te rejoins aussi sur l'aspect collaboratif, parce qu'il y a des choses à distance, tu peux réussir à le faire. Et d'ailleurs, certains profils introvertis, je pense que ça leur convient mieux des fois. Mais je suis d'accord que sur certaines typologies où justement tu veux jouer sur l'aspect un peu présentiel, collaboratif, humain, etc., t'es quand même vachement embêté, quoi. Nous, on a dû faire un exercice là, de schéma directeur pendant 6 mois complètement en remote. Donc, on a utilisé Klaxoon et d'autres trucs de ce style-là, donc ça a aidé. Mais on se dit, ça aurait été quand même plus simple certains ateliers en présentiel, quoi. Donc, Avec juste un beau tableau blanc ouais, tous autour. ouais. Non, mais Par c'est contre, clair. moi, ce qui est bien, je sais pas si vous avez ça, c'est qu'avant, je trouvais que les gens étaient très conf-call, téléphone, t'appelais des +1, je sais pas trop quoi, et tu faisais des calls avec une qualité merdique. Et je trouve que là, on s'est quand même un peu élevé notre niveau d'exigence. Tout le monde a une webcam à peu près décente, et puis on prend le réflexe de s'appeler en se voyant, quoi. Moi, honnêtement, avant, c'était assez rare, hein. C'est peut-être culturel dans les organisations, mais avant, c'était non, on se connaît, on s'appelle par téléphone, quoi, ou des conf-calls un peu très abstraites, quoi. Et ça, je trouve qu'honnêtement, c'est pas mal. Enfin, Ouais, puis il y a aussi, même là, c'est parce qu'on vit là actuellement. Euh, Au-delà de ce meeting, je trouve on sait un peu, comment dire, enfin, les gens se respectent plus, hein, on se laisse plus la parole, on attend que la personne termine pour ensuite amener aussi ses arguments, etc. On se coupe, enfin moi, c'est ce que j'ai vécu aussi, c'est que on se coupe un peu moins la parole, c'est un peu moins le bordel entre guillemets, quoi. Que ce qui a pu exister en tout cas avant cette période de Covid, quoi. hmm, ouais. Arnaud, t'es en mute, hein, si jamais tu parles, je sais pas. Ah non, ok. J'essaye de faire. Ouais. Ouais, il y a un truc, qui, moi, m'apparaît comme une bonne évolution des façons dont on travaille.
c'est qu'on a vachement plus de communication asynchrone, du coup. Mhm. Et de la même manière qu'on a compris que nos systèmes d'information, ils étaient plus performants Ouais. quand ils s'échangeaient des messages asynchrones plutôt qu'ils étaient en wait bloqués sur des Yes. entrées-sorties. Ouais. Je pense qu'on a bénéficié de ça aussi dans les interactions humaines. Après, je suis d'accord, je suis en phase avec ce que vous avez dit, effectivement, sur l'onboarding. Mm. C'est un problème, le fait qu'on fonctionne sur le capital pré-Covid, des relations qu'on a pu établir, ouais, je suis d'accord. Après, au niveau des meetings, moi, j'ai plutôt vu un truc un peu différent de ce que vous avez expérimenté, vous. Ok. Il y a peut-être effectivement plus de… C'est plus des meetings, du coup. Moi, c'est plutôt des ateliers, des conversations qu'on va avoir à 1, 2 ou 3. Oui, Et oui. on a moins de réunions plénières où tu as toute l'équipe qui assiste à la même réunion pendant 2 heures, mais qui finalement n'est intéressée Ah que oui, oui, par non, ça les c'est 20 clair. minutes de la On tendance réunion. à avoir des choses plus focalisées, quoi, Ouais. effectivement. Ouais, sur les- Mm. Zoé, tu n'as pas parlé? Et pour une bonne raison, mais je veux pas vous narguer, mais on a eu que 2 mois de confinement en tout ici en Nouvelle-Calédonie. Et actuellement, on est Covid-free, donc les conf calls, on n'en fait plus énormément. C'est vraiment quand c'est quelqu'un qui est sur un autre site distant. Et voilà, donc non, je peux pas témoigner. Alors, du coup, mais c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, en termes de télétravail, il y a eu du changement quand même chez vous ou pas? Enfin, est-ce que la manière de travailler a changé, justement, même si vous avez finalement eu un petit Covid. Oui, Enfin, il vous y a eu avez… un assouplissement quand même. Donc, bien Ouais, sûr, pendant le confinement, ouais, on t'entend plus. Enfin, c'est peut-être moi qui n'entends plus. Non, non, ça il y a coupe. eu un bug, mais je crois que j'ai entendu la question. Oula. Ok. Oui, ça s'est fait. Ah, on va y arriver! Ça n'arrête pas de couper. Oui, je disais que cet assouplissement vers le télétravail s'est fait à plusieurs vitesses. Il y a eu des boîtes qui s'y sont mis tout de suite, qui étaient prêtes. D'autres, voilà, ça. Je ne sais pas Oula. qui est responsable de la gestion de la qualité du réseau en Nouvelle-Calédonie et en Tunisie, mais mon idée, c'est que ça craint un peu quand même. Ouais, c'est bizarre. C'est peut-être parce on est trop éparpillé dans notre call, là, il en peut plus, là, le truc. Il y a trop de connexions distantes. Comme on dit ici, c'est un petit peu plus. Ah, c'est bon, Zoé. Vous avez entendu la fin ou pas? Non. Oh, mais mince. Où est-ce que ça a coupé? Est-ce que j'ai fait une Ah, tirade là? assez tôt, hein. Ouais, malheureusement, c'est tôt, hein, quasi au début. Oh Mais non, j'ai l'impression que c'est un je relag. vous entends vraiment en décalé. Je sais plus où vous en êtes. Non, À la rigueur, coupe peut-être ta caméra. Je sais pas, ça aura un effet bénéfique, mais tu peux essayer. je sais pas. Allez, c'est parti. Je disais que ça s'est fait en plusieurs paliers, hein. Il y a eu des entreprises qui se sont mis tout de suite au télétravail, qui étaient prêtes, et d'autres, ça a été un petit peu plus lent. Mais globalement, comme chacun des 2 confinements a duré seulement 1 mois, voilà, la transition a quand même été douce, et il y a pas eu une révolution dans le monde du travail comme ça a pu être le cas en métropole. Mais il y a eu un assouplissement global, et puis maintenant, c'est un petit peu plus facile de se mettre en télétravail pour, euh, pour continuer ses activités. Alors, tu as bien entendu. C'est clair. Ouais. Merveilleux. Ok, bon, bon. Est-ce que Ouais. quelqu'un a déjà étudié, j'en reviens sur le sujet initial, est-ce que quelqu'un a déjà étudié l'art de la négociation? Ouais. Tu parles, ouais. Enfin, tu fais référence à quelque chose en particulier ou plutôt sur juste globalement Ouais, sur le domaine de la négociation, il y a
Alors moi, j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait d'école de commerce, mais je sais qu'il y a des cours de négociation qui existent dans les écoles. Ouais. Est-ce que vous pensez pas que ça serait intéressant qu'on Ouais. assiste à une formation négociation en termes de Mm. voilà, comment est-ce qu'on vend notre soupe, quoi? Et presque Ouais. négociateur de prise d'otage, non? Parce que vu la pression qu'on a pour livrer son temps, il faut peut-être un truc assez bien développé, à mon avis. Non, mais ouais, t'as raison. Ouais. Mais carrément, ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Ajouter en tout cas dans les formations, enfin nous on a des formations internes qui sont proposées et c'est vrai que c'est pas du tout déconnant en fait. Parce que c'est vrai que le cœur du problème de ce que tu remontes, enfin du sujet aussi que tu as remonté, Arnaud, c'était que c'est quand même globalement celui-là en fait qu'on arrive souvent. C'est beaucoup de la négo qu'il faut réussir ou enfin ouais, faut réussir à faire en fait avec des gens qui ont des fois plus de pouvoir que toi au départ, etc. dans certains contextes. Donc c'est clair que c'est le cœur du sujet. Tiens, c'est ouais. Bonne idée à creuser. Tiens. Est-ce que tu as ça dans ta liste de soft skills, Emma? La Euh, négociation? non, le critical thinking que j'ai, donc ça fait partie de faire des critiques et de poser beaucoup de questions et de savoir, mais c'est pas vraiment lié à la négociation, mais je Parce que trouve que négo, c'est il en est aussi bien. important, T'as surtout. l'articulation, la com, le machin, enfin, t'as plein de choses. Ouais. Donc, voilà une idée pour la seconde Ouais, édition de ton bouquin. c'est une aussi, on a fait le hashtag 21st Science Skills for Testers. Tu peux, par exemple, publier sur les réseaux et ajouter ta propre définition de comment tu vois les compétences du testeur de demain. Parce que le livre, en fait, c'est une combinaison entre le futur et le présent. Donc, c'est toujours ouvert pour les autres de donner leur avis à travers notre hashtag. Et là, c'est très important. On va faire même un workshop pour la deuxième partie du livre à Agile Testing Day pour parler de comment les gens voient ces qualités-là. Et là, je trouve que c'est très important, la négociation. Merci. Ça marche, on va regarder. On va creuser ça, Arnaud, à mon avis, sur la négo. C'est une bonne idée d'aller voir dans le Ouais. body of knowledge de la Surtout négociation, dans des pour contextes difficiles en plus et tout. Ouais. Oui, surtout pour les testeurs, pas les testeurs, mais le management, disons, dans le test. Ils auront besoin certainement de cette compétence. Yes. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!